Bonjour tout le monde, nous sommes samedi soir. J'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Une fois n'est pas coutume, vous êtes posé sur mon PC parce que c'est le Rideau Is Me de Séverine. Et j'en profite pour continuer et presque finir l'affaire de la rue Transnonain de Jérôme Chantreau, qui est un roman extrêmement intelligent. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Et on est vraiment à un niveau de personnages hyper intelligents. J'aime beaucoup. Je commence à avoir de l'empathie pour Joseph Lutz, qui est quand même le gros bâtard qui est censé arrêter Annette, alors qu'il n'a rien fait. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et c'est hyper prenant. Donc j'essaie, là je suis à la page 358, j'essaie d'aller jusqu'à la page 400 ce soir. Et ça va peut-être aller vite. Hein. Et il en fait 460, donc demain je le finis. Et après je lis Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio. Voilà. Sinon, aujourd'hui nous sommes allés fêter les journées du patrimoine avec mon fils parce que il est donc fan de train, ça fait bien 3 ans hein, qu'il est fan de train. Et j'avais tapé train pour la journée du patrimoine, j'avais loupé la visite de l'Orient Express. Mais je pense que ça ne l'aurait pas intéressé parce que lui, ce qui l'intéresse dans le train, c'est la technique. Tu vois. C'est tous les bielles, les pistons, les rails, les aiguillages, tout ça. C'est son kiff en fait. Donc l'intérieur de l'Orient Express, qui doit être absolument superbe, je pense qu'il en a strictement rien à faire. Lui, il aurait plutôt tendance à rester à l'extérieur et à regarder ce qui se passe au niveau des rails en fait. Voilà. Donc là, on était au réseau de trains miniatures qui se trouve sous la gare de l'Est. Je vous ai fait des images, qui est en fait un repère de fous de train qui s'appelle l'AFAC, je crois. AFAC, c'est l'amicale française des Amis du chemin de fer, qui est une association loi 1901 qui existe depuis 1929 et où en fait il y a un réseau, il y a plein de circuits en fait, comme vous avez vu, de trains, et ces personnes qui adhèrent à l'association peuvent, avec leur matériel, donc leur locomotive, à l'échelle 0, HO, je crois 1, tout ça, peuvent poser leur train et faire circuler leur train comme bon leur semble. Et c'est ce qui était en train de se passer, puisqu'il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient circuler les trains, au grand bonheur de mon fils et d'autres personnes qui étaient là aussi. Et voilà, donc on a pu voir plein de réseaux, de trains, de rails, tout ça, c'était passionnant. On a vu des TGV, on a vu des trains à vapeur, on a vu plein de trucs, c'était fou quoi. Et on a même eu le magazine, le chemin de fer. Mon fils est très content. Donc voilà, c'était une chouette expérience, et pas forcément hyper populaire, enfin voilà, hyper commun, ni réservé, enfin complet tout de suite quoi. Et j'étais bien contente de trouver ça, donc ça c'est cool. Demain, nous retournons voir une locomotive à vapeur qu'on avait déjà été voir à côté de Gennevilliers. C'est le chemin de fer des Chantraines, CHANTREDERAINES, je crois, dans le parc à Gennevilliers. C'est un beau parc, et il y a un train qui circule tous les jours, et le deuxième dimanche du mois, ils sortent la locomotive à vapeur. Et là, pour les journées du patrimoine, ils ressortent aussi la locomotive à vapeur. Donc on y a été la semaine dernière pour voir la loco. Mon fils était comme un fou, parce que vrai loco avec charbon et tout quoi. Enfin, la vraie. Il était assis juste derrière, il était comme un dingue. Il voulait pas sortir. Et tout à l'heure aussi, hein, c'était pareil, il voulait pas partir du réseau de trains miniatures. Limite, il chouinait, non maman, je veux rester là. Il y a d'autres groupes en fait qui vont arriver, donc c'est pas possible. Et du coup, quand on a visité donc le chemin de fer, la locomotive à vapeur la semaine dernière, on nous a dit il y a aussi la journée du patrimoine où là, la locomotive à vapeur sort, et même à partir de 10h, il y a la mise en route de la locomotive. Et là, j'ai fait, ok, on y va. Voir une mise en route, mettre le charbon, régler tout ça. Ça, mon fils, je pense qu'il va être fou. Donc, on y va demain matin. Et demain après-midi, nous allons à un tournoi de Lego sur les Champs-Élysées. Je sais. J'ai inscrit mon fils avec un copain. Ils vont faire un tournoi à Lego au pied des Champs-Élysées. Ça va être fou. Je crois qu'il y a 250 équipes. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc ça va être rigolo, voilà. Et puis ça nous occupe toute la journée, donc on va être bien KO je pense le soir, mais à mon avis il va dormir. Et là ça fait 2 semaines à peu près que le soir, je lui lis une histoire souvent, sauf quand vraiment il est KO ou qu'il est tard, tout ça. Et souvent, il garde un livre dans le lit avec lui pour le lire à ses doudous.
Donc j'étais trop contente quand on est passé à la bibliothèque tout à l'heure pour récupérer deux bouquins d'une série qui s'appelle Mes petits pourquoi. Entre 4 et 7 ans, il y a plein de thèmes. Là, on a pris l'ennui, on a pris les écrans et on a la patience aussi. C'est très bien expliqué. C'est intelligent, c'est fait avec des spécialistes de la petite enfance, tout ça, je crois. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a plein de sujets. Des sujets durs aussi, comme l'inceste, comme il y a la mort, il y a Dieu, tout ça. Et c'est très intelligent. Et on a emprunté ces trois-là et mon fils aime beaucoup. Donc il a pris l'ennui et les écrans avec lui dans le lit pour les lire à ses doudous. Ah, j'étais tellement heureuse. Donc voilà, comme quoi, quand tu lis devant ton enfant, ça sert, parce qu'il comprend que c'est bien de lire. Voilà. Et comme il commence à lire, vraiment, ils ont des devoirs à l'école, ils commencent à lire, et c'est cool. C'est cool, je crois que je vais l'emmener à Montreuil encore cette année. Mais il arrivera à Montreuil, on sera en décembre, donc il aura eu 4 mois de... Oui, 4 mois de... 3 mois d'école. Donc il aura vu des mots, il aura vu des phrases, il aura vu... Voilà, je pense qu'il va commencer à goûter un peu à tout ça et je crois que ça peut être vraiment très cool. Donc j'ai hâte, j'ai super hâte. Voilà, c'est simplement pour ouvrir ce vlog. Je retourne à ma rue Transnonain et je vous reprends demain peut-être. Je vous débrieferai ça, si c'est pas demain, ça sera lundi. Mais en tout cas, voilà, je passe un très bon moment. Je suis trop contente, merci beaucoup la tribu encore une fois. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Il faut que je vous prenne une seconde, je viens de le finir, ça y est, je l'ai fini. Il était trop bien, c'était trop bien. Mais cette fin oh, ah, c'était tellement bien, c'était tellement intelligent. C'était tellement bien. Oh, j'en reviens pas. Ah, et on attend, et ça arrive comme ça. Et il t'annonce ça. Bim. Je vous dis rien, bien sûr, mais... Et tu comprends, et tu lis, et tu fais, mais non. C'était trop bien, c'est un coup de cœur, c'est un gros coup de cœur. Oh, je suis trop contente. C'était trop bien, je suis trop contente. Bah, dis donc. Merci la tribu. Je vais lire d'autres trucs de vous. C'était trop bien. C'était bien documenté, bien narré. Ah, hyper riche, très intéressant, on s'ennuie pas. Il a beau faire 400 pages, il y a toujours des trucs intéressants. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien, c'était trop bien. J'ai postité le chapitre révélation. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'était brillant. C'était brillant. C'est pas un coup de foudre, mais c'est un gros coup de cœur. Waouh. Un bon 18. Hein. Oh, c'était trop bien. Je vais me répéter, je vais arrêter, mais vraiment. Trop bien. Le true crime poussé à son max, quoi. Le truc, les recherches, ça fouille, ça creuse, il sait tout, le gars. Il invente, en fait, à la fin, il y a la postérité, ce qu'il appelle la postérité, les faits réels et les faits inventés. Euh, et ce qui est inventé, on se dit, mais comment il peut être aussi juste, en fait, dans l'émotion, dans le... Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était trop bien. Voilà. Et ben, j'ai peut-être commencé Les Prisonniers de la Liberté ce soir. Ah, il va être 22h, je vais faire dodo peut-être. Peut-être faire dodo. Nous sommes lundi matin, je me mets exprès face au soleil parce qu'aujourd'hui c'est l'automne. Donc c'est l'automne, donc il va faire froid et pas beau. Et là je profite de ce petit rayon de soleil qui ne chauffe rien du tout, mais qui me met en joie en ce premier jour d'automne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de mes lectures, mais avant je voulais vous montrer ma palle parce que je ne sais plus qui m'a demandé de la montrer. Est-ce que c'est Audrey ou qui d'autre? Je sais plus. Donc on m'a dit montre-nous ta palle. Donc je vais vous montrer ma petite palle. Tada! Voilà, elle est là, elle est là. Donc, alors, il y a des bouquins, clairement, qui sont tellement petits qu'ils ne sont pas dedans. Parce qu'en fait, je vais me prendre genre 3 jours à un moment donné pour les lire. Ceux-là, ça, je l'avais commencé, et ça. Voilà. Voilà. Ça sera... Ah, ça, je l'avais lu déjà. Mais pourquoi je l'ai mis là? Pour le relire, je crois.
Bon, bref. Ça, je viens de le recevoir. Ça, c'est de la poésie pocket. Ça, on me l'avait offert. C'est Audrey, je crois, qui me l'avait offert. Ça, je me l'étais acheté. Ça, on me les avait offerts aussi, les deux, il me semble. Celui-là, je l'avais reçu en service de presse. Ça, c'est un tout petit article sur Stephen King. Et ça, c'est un truc que j'avais trouvé en boîte à livres. Donc, je pense que je vais lire tout ça sur 2-3 jours. Et comme ça, j'aurai plus de petits bouquins. Le reste de la palle est là, en sachant que ça, le joueur, c'est aussi Audrey qui me l'a offert, ça sera 2026. Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans la palle. Je ne l'ai plus non plus mis dans la palle, je crois. Ça fait très longtemps, mais je veux absolument le lire parce que c'est les œuvres du Matrimoine. C'est Librio qui fait ça, il y en a plusieurs qui sont sortis. Labeur, c'est une copine du club de lecture qui me l'a passé. Il a l'air vachement bien, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça vous dit quelque chose. Je vous mets ça, ça ne va pas vous dire grand-chose peut-être. Voilà, mais c'est québécois, je crois. C'est la Contre-Allée qui fait ça. Il me semble que c'est une autrice québécoise. Voilà. Ah, une main, c'est pas facile. Le fameux bouc émissaire de 57. L'Arbre des 4 saisons. J'ai déjà fini une histoire. Je suis déjà morte 2 fois. De la Terre à la Lune, je veux le lire en 2026. Et en fait, j'ai pris ces grands exemplaires dans la bibliothèque de mon père parce qu'il est très très beau. Mais en fait, j'ai la même chose en plus petit. Et Reine de l'Ouest que j'avais commencé, mais j'avais fini une histoire seulement. Donc voilà. Le Norey qui est prévu pour novembre. Vivre une vie féministe n'est pas encore prévu. Ça, je vais le passer à l'audio. Ça, je le passe aussi à l'audio normalement en octobre. Ça se lit en octobre. Ça, je ne l'ai pas prévu, mais il faut que je le lise. Et ça, je ne l'ai pas prévu non plus. Voilà. Vous m'aviez aussi demandé de faire un retour sur mes lectures du Festival sans nom. Alors, je peux vous le faire, mais je ne pourrai pas vous donner mon classement. Voilà, donc je vais vous le faire très rapidement, sans vous donner les résumés, je vous laisserai les regarder, parce qu'il y a quand même 8 bouquins, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et j'ai rangé le livre de Laure et de Christelle. Je vais les chercher. Bah, je vais justement commencer par celui de Christelle. C'est un des seuls... Oui. Avec celui de Johanna que j'avais lu, je l'avais lu à sa sortie, je l'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Il est très malsain, il est très glauque, il est huis clos, il est hyper poétique. Si vous me suivez, vous savez de quoi il retourne pour ce bouquin-là, et vous connaissez mon avis déjà, bon, je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire la même chose pour le livre de Johanna. J'avais beaucoup aimé, une bonne enquête, un peu d'humour et un truc vraiment bien mené, assez féminin, presque féministe aussi. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Donc c'est ces deux-là. Je vous donne pas mon classement et ne vous laissez pas forcément influencer par mes avis parce que ça reflète pas forcément mes impressions de lecture totale par rapport au classement que je dois faire de ces bouquins. Voilà. Le livre de Laure. Ligne rouge, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui est bien construit, la fin est très très surprenante, j'ai adoré, donc super. On ne mange pas les cannibales, une découverte, je serais complètement passée à côté, il m'a laissé bouche bée, j'ai vraiment adoré ce bouquin et c'est un ovni je pense, soit on adore, soit on déteste, c'est particulier, c'est hyper sombre. Bambi et son frère ont une relation particulièrement horrible. Puis après toute l'histoire dans le zoo, puis toute la suite et toute la fin, c'était incroyable. Incroyable. La trahison de Sunset Park de Victor Gilbert, que je n'avais vu passer nulle part, qui est une espèce d'enquête, témoignage sur des victimes du 11 septembre et une victime qui manque, enfin quelque chose qui manque quoi aux victimes du 11 septembre. C'est très bien fait, c'est très bien construit. Au début, il prend le lecteur vraiment par la main et il nous emmène dans cette histoire. Ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé, donc voilà. Parmi les ombres de Florent Marotta, pareil, je ne l'avais pas du tout vu passer, il est chez Magnus. C'est un thriller politique, j'en lis très peu et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est très creusé, il est assez gros comme bouquin et il va vraiment au fond de l'enquête et c'est vachement bien mené, ça se lit très bien, j'ai été hyper surprise, j'ai beaucoup aimé et en plus, voilà, il prend toute la page quoi, donc c'est pas un petit bouquin et je l'ai dévoré, vraiment j'ai beaucoup aimé, il fait 425 pages. Il est écrit petit, donc il faut y aller, mais vraiment tout le début est hyper prenant et après ça continue. Et il y a des révélations et c'est bien construit, c'est bien ficelé, donc vraiment très chouette. Emprise, il est où l'autre? Ah, il est en dessous. Emprise de Salvatore Mini, je vais l'appeler. Violence conjugale, vraiment bien fait. Hyper page turner, hyper addictif, donc très intéressant. Et le dernier qui est sous ma pile de livres. Là, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Hop là. C'est Les Malveillants de Sandrine Détombe. Double enquête, roman policier pur, vachement bien mené. Personnage qu'on comprend, oui.
dont on comprend le passé, auquel on s'attache, donc on suit bien l'enquête. J'ai vraiment bien aimé aussi. Il sort le 16 octobre, celui-là n'est pas encore paru. Je vous montre pas derrière parce que c'est une épreuve non corrigée et les contacts de la maison d'édition. Donc voilà, mais vraiment beaucoup aimé aussi. Donc le choix est très compliqué pour ce classement et j'en parlais la semaine dernière. Moi ça y est, il est fait, je l'ai envoyé à Déborah. J'ai eu des doutes, vraiment jusqu'à la dernière minute, le top 3 a été très compliqué. Mais ça y est, je l'ai envoyé. On n'aura pas les résultats tout de suite, je pense. À mon avis, on aura le nom du gagnant avant la remise du prix, quoique. Je suis même pas sûre. Je sais pas. On verra, mais en tout cas, voilà. C'est dans un mois, un peu moins d'un mois maintenant. Donc on a hâte, ça va être cool, ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte. Voilà, sinon, niveau lecture, j'ai commencé Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio, sorti chez Pocket en 2021, et dans ma palle depuis 2021, j'ai lu 62 pages sur 780. Voilà, il va me faire vraiment, je pense, toute la semaine, en sachant que cette semaine, je vais avoir un petit peu de temps pour lire ce matin, je pense, un peu ce matin. Demain, midi, j'ai du temps. Mercredi, je le prends pour aller bosser, aller-retour, donc j'ai du temps. Jeudi, je vais voir, j'en sais rien. Et jeudi soir, ah oui, non, jeudi soir, je suis pas là. Et vendredi, j'espère que j'aurai fini. Mais, je sais pas, ça va dépendre. Il se lit tout seul, hein. Vraiment, il se lit bien. Si je suis dedans, je sais que je peux le lire vite. Mais il faut que je trouve le temps de me mettre dedans. On est avec, pour l'instant, 3 personnages. Il y a Rachel, qui s'écrit Rachel, R-A-E, Rachel, Rocco et Rosetta. Voilà, on est avec 3 personnages. Je les ai rencontrés. Chaque chapitre leur est consacré, donc je pense qu'on va alterner comme ça. Ils sont tout de suite torturés, ils sont tout de suite malmenés par la vie. Et Luca Di Fulvio, pour l'avoir déjà lu, je sais qu'il écrit sur ça. Il écrit sur la rudesse de la vie, sur des personnages qui sont blessés blessés mentalement, physiquement, tout ça. Ils ont vraiment vécu une vie assez terrible pour après se reconstruire et après tirer les leçons de cette vie-là. Et nous-mêmes, on tire les leçons de ces vies-là et de ces constructions. C'est super intéressant. J'aime beaucoup. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais aimer ce bouquin. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez jamais lu Luca Di Fulvio, c'est un tort. Commencez par Le Gang des Rêves. Voilà, lisez Le Gang des Rêves, il est absolument parfait. Il est gros, il fait 900 pages, hein, mais vraiment, je me souviens très bien. Je l'avais lu en une semaine. Ouais. À l'époque où je lisais pas encore autant qu'aujourd'hui, puisque je l'ai lu en 2016, je crois, 2015 ou 2016. 2016, il me semble. Et vraiment, il était fou ce bouquin. Et au début, j'ai eu du mal parce que les 100 premières pages, vraiment, c'est dur. C'est très dur. Mais le personnage de Ruth est incroyable. Et je me rappelle même plus du héros, du prénom du héros. Ah, zut! Il a un petit nom, je sais plus. Ah, mince! Zut. Bon, tant pis. Voilà, donc... Ah, je me rappelle plus. Bref. Donc, lisez Luca Di Fulvio, c'est absolument magnifique et ça se lit tout seul. C'est comme un roman, comme un film en fait. On lit un film, c'est passionnant. Donc voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Niveau boîte aux lettres, j'attends rien. Je vais essayer de passer récupérer Noblesse Oblige cette semaine. De toute façon, il est programmé pour octobre. Et puis voilà. Sinon, niveau podcast, j'écoute pas mal de choses en ce moment. J'écoute notamment donc le fil mental, je vous en avais déjà parlé. J'écoute aussi Entre nos pages, que j'aime beaucoup. Entre nos pages. Charlène et Colline, je crois. J'aime toujours ce qu'elles font. Et j'écoute aussi Grand Bien vous fasse parce que j'ai l'impression que toutes les 3 semaines à peu près, ils font un club de lecture où ils recommandent plein de bouquins. Et là, ils ont recommandé Les Éléments de John Boyne, qui me donne extrêmement envie. Et, coïncidence, dans l'autre podcast de Colline et Charlène, elle parle de Toutes les fureurs du cœur. Je crois Toutes les fureurs du cœur de John Boyne aussi, qui est un roman qui est visiblement absolument magnifique et qu'il faut lire. C'est pas les premières à en parler, c'est pas la première fois que j'entends qu'il faut vraiment que je le lise. Je sais que je vais le lire. Peut-être que je pourrais me le programmer en 2026, ça serait pas mal. Peut-être ces deux-là. En sachant que Les Éléments, c'est un gros bouquin qui vient de sortir pour la rentrée littéraire. Il fait beaucoup de bruit, je pense qu'il va avoir des prix.
Donc je vais peut-être laisser couler un petit peu le flot d'engouement de ce bouquin-là et attendre éventuellement qu'il sorte en poche. Les Fureurs invisibles du cœur est déjà sorti en poche, donc peut-être que je peux commencer par celui-là. Et voilà, moi j'avais adoré Le garçon en pyjama rayé. C'était un de mes coups de foudre de nouvelle lectrice de 30 ans. J'avais été bouleversée par cette histoire. J'avais beaucoup aussi aimé la suite, Le garçon au sommet de la montagne, qui est un petit peu boudé, et moi je l'avais adoré. J'ai vu le film aussi, bien sûr, Le garçon au pyjama rayé, que j'ai adoré, qui est assez proche du bouquin, et je me rappelle de cette scène de fin, du travelling arrière. Je crois que je ne pourrais pas l'effacer de ma mémoire. Si vous n'avez ni lu ni vu, vraiment, regardez-le et lisez-le, il est absolument superbe. Qu'est-ce que j'avais lu d'autre de lui? Oui, le métacarpien, là, le syndrome métacarpe, je sais pas quoi, sur les écrans. C'était drôle, c'était fin, c'était génial. C'était en lien avec des écrans, avec la société actuelle, avec voilà, Internet, tout ça. Et je crois qu'on suivait une famille. Ah, je m'en souviens plus, mais c'était génial. C'était humour british, c'était au top, j'avais adoré. Il est là-bas, dans la bibliothèque du salon, je vois. Et j'avais vraiment adoré. Il est sorti en poche depuis. Le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, je crois que c'était ça. Génial, trop drôle. Voilà, donc John Boyne, je pense que je peux y aller très confiante. Et je vais me mettre les Fureurs invisibles du cœur dans la palle. Voilà, je me le procurerai tranquillement. Si je le vois, si j'y repense, je le prendrai, et puis voilà, on verra, mais rien d'urgent. Voilà, je vous laisse là, je vous reprends un petit peu plus tard. Nous sommes mardi, et j'ai reçu un colis, et j'ai avancé Luca di Fulvio, Les prisonniers de la liberté. Je suis à la page 207 sur 700. Voilà. J'aime beaucoup, c'est trop bien, c'est Luca. On est donc avec 3 personnages, Rosetta, Rocco et Rachel. On va l'appeler Rachel. Nous sommes en Italie. Ces 3 personnages ne se connaissent pas, ils ont seulement un truc en commun, c'est qu'ils veulent fuir l'Italie. Rocco veut être mécanicien, il va atterrir dans un espèce de réseau de mafia, parce qu'en fait son père était un petit peu dans ce réseau-là, et qu'il était connu. Et quand il débarque dans le garage dans lequel on l'a envoyé, on lui a dit écoute, ok, je dois un service à ton père, je veux bien t'engager, par contre... t'es gentil, tu vas rentrer dans la mafia, quoi. Et lui, il veut pas du tout rentrer dans la mafia. Donc, il va chercher à fuir. Donc, il veut fuir, il va y avoir un problème, un conflit, et puis il va fuir. Et il va fuir en bateau vers Buenos Aires. Nous avons ensuite Rosetta, qui a des brebis, et qui est une jeune femme très, très séduisante, très pulpeuse, et qui fait... des ravages dans sa campagne, malheureusement un petit peu contre son gré, elle va subir des violences sexuelles atroces, et puis elle va elle aussi chercher à fuir ce monde-là horrible d'hommes qui ne font que la dévorer des yeux ou la dévorer tout court, et donc elle va elle aussi réussir à s'enfuir, mais il va y avoir un accident, il va y avoir quelque chose qui va se passer, elle va s'enfuir finalement, elle va être recherchée par la police, et elle prend un bateau pour Buenos Aires aussi. Et nous avons également Rachel, qui est une jeune femme qui habite en Russie, en Pologne, qui va rentrer dans une espèce de société de femmes presque catho, qui aussi va embarquer dans un bateau. Bref, Rosetta, Rocco et Rachel sont dans un bateau, ils arrivent à Buenos Aires, et chacun a une histoire différente, mais certains personnages vont se rencontrer. Il y en a déjà 2 qui se sont rencontrés. C'est trop bien, c'est Lucas, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup le style, c'est hyper, je vous l'ai dit, hyper cinématographique. On a l'impression d'être devant un film quand on lit ce bouquin. C'est un bonheur, je pense qu'à l'audio ça doit être extra. Et je ne l'ai pas trouvé à l'audio d'ailleurs, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup. Je le prends encore aujourd'hui, je vais prendre mon petit cours de yoga ce midi, et ce soir je prends la voiture, donc j'écouterai autre chose. Mais en tout cas voilà, je le passe là tranquillement, je l'avance. Il va me faire jusqu'à la fin de la semaine, je suis pas pressée. Et c'est trop cool. Voilà, à l'audio donc j'écoute toujours Joyce Maynard, et j'écoute aussi des podcasts, je vous en ai parlé. J'ai commencé à écouter notamment LSD, la série documentaire qui parle là du roman. Ça s'appelle Il était une fois un roman, je crois. Et le premier épisode s'appelle Made in England, et c'est juste parfait pour vouloir lire de la littérature victorienne. Je veux lire George Eliot, je veux relire les Brontë, je veux relire Jane Austen. C'est vraiment l'apologie et toute la construction du roman en Angleterre. C'est hyper intéressant. Historiquement, littérairement, j'adore. Et là, je suis sur le 2e épisode qui s'appelle Le roman est mort, et il parle notamment des éditions de Minuit, qui était la maison d'édition hyper
élitiste et en même temps très très prisé de tout le monde parce que c'est là où étaient les grands écrivains. C'était dans la deuxième moitié du XXe siècle, je crois, parce qu'il parle de Sarraute, il parle de Beauvoir, je crois, il parle après de Leclésio, il parle de Modiano qui va être publié après, et il y en a un autre, je ne sais plus. Bref, c'était la maison d'édition, les éditions de Minuit, très très en vogue après la guerre. Et voilà, j'en suis là, c'est très intéressant, il y a 4 épisodes, je vous le conseille absolument, c'est passionnant. Donc j'ai un colis qui vient d'un truc que je connais pas. Alors j'attends un bouquin, peut-être c'est ça, parce que c'est un grand format, donc peut-être c'est ça. Mais on m'a dit que ça partait la semaine prochaine, donc cette semaine. Donc soit ils sont hyper rapides, soit... C'est ça? Oui! Oui. Ah, c'est trop bien! Est-ce que vous savez qui est Liselotte? Liselotte est de retour. Liselotte, c'est... comment elle s'appelle déjà? Liselotte de Beaupré. C'est l'héroïne d'Isabelle Duquesnoy. La suite de L'Oiseauleuse de la Reine, qui s'appelle donc La Baronne de Minuit, de la saga Le Château des Soupirs. C'est un tome 2. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le tome 1, il avait un petit astérisque pour dire que c'était... Ah, un tome 1. Ah, mon Dieu! Oh non! Voilà, donc merci beaucoup Verseau, c'est trop cool, c'est trop cool. Et puis peut-être que j'aurai l'occasion de voir Isabelle Duquesnoy en dédicace. Elle m'avait déjà dédicacé le tome 1, je l'avais reçu dédicacé. Et voilà, la couverture est trop belle. Je vais vous chercher le premier tome. L'Oiseauleuse de la Reine et La Baronne de Minuit. Et donc en fait, il y avait écrit livre 1 et là il n'y a pas écrit livre 2. Alors que là, il y a écrit livre 1 et il n'y a pas écrit livre 2. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je vais pas vous raconter le résumé parce que ça serait du gros spoil. Mais nous sommes en 1789 quand au tome 1, nous étions en 1786. Donc, nous sommes 3 ans plus tard. Et vous savez tous ce qui se passe en 89. C'est un petit peu le bordel à Paris. Voilà. On retrouve Liselotte. Et ça va être trop bien. Oh, c'est trop bien, trop bien. J'ai hâte. Je l'ai programmé fin du mois. Il écrit encore plus petit que l'autre. Il écrit tout petit. Tout petit. Et il fait beaucoup de pages. Il y a 72 chapitres. Un épilogue, pardon. 488 pages. Quand le tome 1 en faisait... Ah presque autant, 470. Mais il était quand même écrit plus gros. Là, c'est quand même écrit petit. Petit. Quand là, c'était écrit un petit peu plus gros. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, je la vois en tout cas. Je vois la différence. Voilà. Mais je suis trop contente. Il y a plein de notes de bas de page. Je suis contente. Historiquement, ça va être trop intéressant. Ah, c'est trop bien. Je me rappelle très bien de la fin qui m'avait bluffée. Et je suis trop contente. Merci beaucoup Verseau. Il sort le 26, pardon. Il sort le 26. Et c'est trop bien. Retour. Par contre, il faudrait imprimer les trucs dans le bon sens, hein, Verseau, parce que... Bref. Voilà, merci beaucoup Verseau, merci Benoît. Merci Marie, nouvelle assistante de Benoît. Et voilà, écoutez, je vous laisse là. 10h30, je vais aller sur Paris. Il fait un temps tout pourri. C'est l'automne, voilà. Et je vais emmener mon petit Luca di Fulvio sur Paris. Je vais préparer mon sac. Et puis voilà, demain, journée très chargée. Je reprendrai sûrement jeudi. Si j'ai d'autres choses dans la boîte, a priori non. Mais voilà, j'ai pas... Ah oui, si, j'ai un truc important. C'est que vendredi, j'ai une soirée avec Olivier Norek. Enfin, j'ai pas moi toute seule, on est plein. Avec Norek justement pour les garées de l'hiver. Donc je vais pouvoir prendre mon poche pour peut-être le faire dédicacer. Mais je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Et c'est pas grave si je le fais pas dédicacer. Je l'écoute, non, je le lis en novembre, normalement. Et voilà, il a fait couler beaucoup d'encre, il a eu beaucoup de succès, tout le monde sait de quoi ça parle. Moi, j'aurais aimé ne pas trop en savoir, mais je suis contente d'aller quand même à cette soirée pour retrouver les copines déjà, et puis pour l'entendre parler, parce que je pense que ça peut être très enrichissant, comme d'habitude. Donc voilà, c'est Pocket qui organise ça, donc voilà, quand je peux aller à un événement Pocket, et ben j'y vais. Et ben écoutez, je vous retrouve jeudi, je pense.
On est jeudi après-midi et je suis en train d'écouter le podcast de France, je sais pas quoi, France Culture, le Book Club sur la rentrée littéraire et les éditeurs, le métier d'éditeur. Il y a 3 éditeurs qui sont interviewés, Julliard, les éditions du sous-sol, POL et un autre, Verdier, je crois, il me semble. Et il parle justement des romans de la rentrée littéraire et je suis en train de me poser la question et je vous questionne peut-être aussi, peut-être que vous avez déjà des réponses. Quand je vais en librairie, quand je vais dans des espaces culturels, quand je vais dans des endroits qui vendent des livres, c'est toujours les mêmes livres qui sont mis en avant, c'est toujours les têtes d'affiche. Là, c'est Emmanuel Carrère, on a Amélie Nothomb, on a tous les gros vendeurs de bouquins, quoi. Et je me dis, c'est que si ici ils se vendent ces bouquins, c'est parce que ceux-là sont mis en avant, donc ils sont plus vendus, parce que quand tu rentres dans la boutique et que tu vois ça, tu sais pas trop ce que tu veux, tu vois coup de cœur de libraire, bah tu prends, t'achètes. Si ils mettaient en avant des bouquins de petites maisons d'édition, de premiers romans avec un gros coup de cœur des libraires, bah les gens iraient là aussi peut-être. Et pourquoi ceux-là ils sont pas mis en avant? Alors, je pense que en fait, j'ouvre une porte ouverte parce que j'ai un peu la réponse, parce que c'est peut-être plus facile de vendre un Emmanuel Carrère ou un Amélie Nothomb qu'un premier roman d'un auteur autrichien dans une toute petite maison d'édition qui publie 3 romans par an. Voilà, j'en sais rien. Et en même temps, c'est dommage, quoi. Et voilà, il y en a qui le font, il y a plein de librairies qui mettent plein de titres de maisons d'édition indépendantes en avant et c'est super, et qui font plein de rencontres avec des auteurs et c'est trop bien. Et j'en suis sur Instagram, sur les réseaux et c'est top parce que je connais beaucoup de maisons d'édition, petites aussi, qui font des romans formidables. La Tribu, qui n'est pas une grosse maison d'édition, L'affaire de la rue Transnonain, pour moi ça a été un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas vu en librairie une seconde, quoi. Et il est sorti en mai, je crois. Donc je l'ai vu sur les réseaux, mais pas en librairie du tout. Donc, ou presque pas, j'ai croisé une fois je crois. Mais c'est plus facile de vendre un auteur connu qu'un auteur pas connu. Est-ce que c'est plus rassurant pour ceux qui vendent des livres de mettre en tête d'affiche des auteurs connus? Parce que finalement, quand tu mets en tête d'affiche un roman qui n'est pas connu, tu prends aussi le risque de te dire personne n'en parle mais moi je vais le mettre en avant. En même temps, s'il ne se vend pas, bah, tu as pris le risque d'en commander 50 exemplaires et de te retrouver avec 49 exemplaires sur les bras, quoi. Donc, c'est quand même un risque. Et je me dis, c'est toujours la même chose. Il y a quand même plein de maisons d'édition. Il y a des prix de maisons d'édition indépendantes. Il y a plein de trucs qui se développent. Alors, je me dis, là, on est sur les réseaux sociaux, Booktube, Bookstagram. On connaît, on est tous dans le même panier. On lit tous, en fait. Qu'on soit petit, moyen, grand lecteur, on s'en fiche, on est tous actifs sur ces réseaux-là. Donc on voit tous les parutions des auteurs des petites maisons d'édition, on connaît ça. Mais les gens qui ne suivent pas les réseaux, qui vont lire 3 bouquins par an, Le Goncourt, Le Fémina et le dernier Amélie Nothomb, j'en sais rien, ne sont pas au courant qu'il y a plein de petites maisons d'édition. Et je suis persuadée, parce que j'en ai déjà rencontré, que quand tu discutes avec quelqu'un et que tu discutes de bouquins qui ne sont pas connus, si tu en discutes bien et si tu réussis à accaparer les gens sont curieux et ils veulent le lire. Donc en fait, ça vient du fait que si tu sais parler d'un bouquin, tu sais le vendre. C'est pas parce que c'est un gros auteur qu'il va vendre plus de bouquins qu'un petit auteur. Parce que ce gros auteur-là, je cite personne parce qu'il y en a plein, son bouquin, il n'a pas un gros succès en fait. On le vend parce que c'est machin en fait sur la couverture. Il y a ce nom-là, on le vend. Mais finalement, son bouquin, il n'a pas des super critiques. Mais c'est bidule chouette. Et c'est rassurant de lire bidule chouette parce qu'il a fait plein de trucs avant vachement bien. Et donc, si machin chose, il écrit depuis 10 ans, il n'a jamais été mis en avant, et là, son bouquin-là, mais c'est une merveille. Et il est encensé, mais il est encensé par 0,01% des gens, en fait. Des libraires, de tout ça. Mais il y en a qui ont dit, ça, c'est une pépite, ça, il faut le lire. Et bien, si ce 0,01% se retrouve en librairie et qu'il y en a qui mettent en avant ce bouquin-là, et bien peut-être que ça arrivera. Alors, je pense vraiment, sincèrement, je suis peut-être très mal renseignée, mais je pense que c'est déjà arrivé. Et tant mieux. Mais on en revient toujours aux mêmes maisons d'édition. On en revient toujours aux mêmes auteurs. Et c'est pénible. La rentrée littéraire, il y a 484 bouquins qui sont sortis. 484. Je crois ils ont dit 74 premiers romans, je crois. Il y a 60... Allez, on va dire 74. 74
romanciers, romancières qui vendent fébrilement leur premier roman. Il y en a les 3/4 qui vont être complètement passés à la trappe, dont on n'entendra jamais parler. Alors, il y a des magazines, genre Page des libraires, qui met plein de bouquins en avant et c'est génial. Qui du grand public connaît Page des libraires? Est-ce que vous connaissez le magazine Page des libraires? C'est génial comme magazine. Mais c'est un investissement, c'est un abonnement, il n'y a pas de pub, il n'y a que du bouquin. Il n'y a que ça. Et c'est passionnant. Mais c'est pas grand public. C'est dommage de ne pas pouvoir ouvrir un peu plus les portes des petits éditeurs, des petits auteurs qui ont des livres formidables et qui ne sont pas mis en avant parce que c'est pas grand public. Ah! Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Désolée. Nous sommes vendredi matin, il fait froid. Si j'allume ça, oula. Peut-être c'est un peu mieux. En vrai, on est le matin, mais il fait tellement gris que je suis obligée d'allumer la lumière alors qu'il est 9h moins le quart quand même. Je suis en mode hibernation. Voilà, j'ai sorti les pulls, l'écharpe, ça y est, nous sommes en automne. J'ai filmé un petit peu hier et en fait, je vais voir ce que je garde. Parce que je vous parlais d'un vaste débat sur les romans de la rentrée littéraire et les prix littéraires. Parce que j'écoutais un podcast, bon, je pense que vous l'aurez vu avant, mais peut-être que j'aurais coupé, donc là je vous donne l'explication. J'étais peut-être partie un peu loin, et en y réfléchissant, je me suis dit, bon, peut-être couper un bout quand même. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais je pense qu'il y aura quand même un bout. Mais je me posais plein de questions par rapport aux romans de la rentrée littéraire, et pas des questions hyper positives, donc j'aurais voulu avoir votre avis sur ça. Mais je sais qu'il y en aura forcément qui ne seront pas d'accord avec moi. Et c'est pour ça que je vous invite à me donner votre avis et qu'on en discute en fait. Et que vous en discutiez peut-être même entre vous dans les commentaires. Parce que des fois, il y a des gens qui se répondent dans les commentaires. Je trouve ça chouette. Parce que du coup, il y en a qui disent « Ah bah je lis ça » et puis quelqu'un après qui dit « Ah moi aussi je lis ça, c'est cool ». C'est trop drôle. Donc ça j'aime bien. Sinon, je lis Les Prisonniers de la Liberté. Toujours, je suis presque à la fin. Il me reste 180 pages. Et c'est trop bien. Ah bah j'arrive à la 4e partie. Ah bah nickel. 4e partie, je vais le finir aujourd'hui. Ce soir, je vois Olivier Norek pour Les Guerriers de l'Hiver. Donc je vais pouvoir avancer, finir. Et ensuite, je commence La Baronne de minuit d'Isabelle Duquesnoy qui sort aujourd'hui chez Verseau. Et en même temps, le tome 1 sort chez Point en Poche. Donc c'est trop bien. Je suis trop contente que ça sorte en poche parce que c'était un super roman. Et c'est bien écrit, c'est historiquement hyper intéressant. Donc je suis très contente parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Alors c'est gros, hein, c'est des beaux pavés, mais c'est cool. Voilà, je suis trop contente que ça sorte en poche. Et les couvertures sont magnifiques. Voilà, et ça veut dire qu'il faut que je le lise rapidos pour faire ma chronique rapidos. J'ai des livres en retard, vous imaginez même pas. Des chroniques, anatomie, non c'est quoi, autopsie? Je sais jamais, l'autopsie d'un drame, à chroniquer et à prendre en photo. La femme silencieuse, prendre en photo, chroniquer. Journal d'une suffragiste de Hubertine Auclair. Alors là, je voulais aller sur Paris, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je voulais aller sur Paris, prendre la photo place Hubertine Auclair, parce qu'il y a une place à Paris qui s'appelle comme ça. Je me dis, c'est trop beau, faut que je le fasse. Donc j'essaierai de me noter ça, tout de suite en fait. Je vais tout de suite me noter place Hubertine. Et comme ça, je fais ma photo dans Paris et je fais la chronique. Sinon, j'ai des photos qui sont prêtes pour le manga Enfer et contre toutes. Et j'ai une photo qui est prête aussi pour le FSN, le Festival sans nom, où je vais donner, je vais noter les... Alors, je vais présenter les titres, mais je ne vais pas donner mon top. Là, je vous en ai parlé en vidéo. Je donnerai mon top quand le gagnant sera annoncé, par exemple. Je vous dirai moi pour qui j'avais voté. Et puis, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah bah, la tribu, là. Ah oui, le Titiou, mince! Il faut que je poste ma chronique de Titiou aujourd'hui parce qu'il est sorti hier. Et hier, j'ai posté ma chronique sur le dernier train pour Kamakura de chez Nami, parce que je suis lectrice Nami, donc je me dis, bon, je fais jour de sortie parce que c'est un peu plus officiel. Titiou, je l'ai reçu, je l'ai lu, et il faut que je le chronique, j'ai fait ma photo. Je vais le poster. Il faut que je poste, que je prenne une photo et que je chronique. Ah non, la chronique j'avais déjà écrite. La honte de Arthur Tuominen, la chronique est écrite. Les mangeurs de nuit, je crois que la chronique est aussi écrite, mais je n'ai pas pris la photo. Oh, Zéphyr Alabama, j'ai rien fait du tout. Je suis très à la bourre. En fait, les jours passent et des fois je me dis, oh, je suis en retard. Et un jour, et 2 jours, et 3 jours. Et je ne fais strictement rien. Je n'arrive pas à me poser et à ouvrir mon PC et à faire ma chronique.
j'arrive pas à faire des photos parce que je suis un peu démotivée par les algorithmes Insta et tout ce qu'il y a autour, voilà. Parce que j'ai de moins en moins de visibilité sur Instagram. C'est comme ça, c'est pas grave. J'ai en moyenne une centaine de likes. Alors que j'ai quand même j'ai une communauté de 12 700 personnes. Je pense que tout le monde ne me suit pas. Il y en a qui se sont abonnés il y a 2, 3, 5, 8 ans et qui ne sont jamais retournés sur Insta. C'est comme ça. Mais la communauté active est assez restreinte. Je ne demande pas systématiquement de liker les photos parce que même moi je le fais pas. Il y en a qui like systématiquement, qui commentent systématiquement tous mes posts et c'est très gentil. Et j'avoue que moi parfois je ne le fais pas forcément. Je vois le post, je lis, mais je vais pas le commenter ni le liker. Donc c'est un juste revers de la médaille finalement. Donc je comprends tout à fait. Mais au niveau des stats, au niveau de la visibilité de certains posts, je suis à environ à 1500, entre 1500 et 3000 vues sur un post. Ce qui est bien, parce que je me dis entre 1500 et 3000 vues, pour 100 likes, finalement, il y a très peu de personnes qui likent, et c'est ça qui, finalement, n'est pas si important que ça. C'est que la personne voit, lit le post, ça l'intéresse ou pas, peu importe, on s'en fiche, et puis ça passe à autre chose. Mais au moins, elle l'a vu, quoi. Et du coup, je me dis, bon, c'est comme ça. Donc ça me motive pas des masses, j'avoue, à faire des photos de dingue et tout. Je fais toujours des chroniques spontanées, vraies, voilà, je donne toujours mes avis vrais. Mais j'ai un peu moins de motivation qu'avant, j'avoue. Et puis il y a un post, alors ça je pense que ça a été boosté, mais alors c'est pas moi qui l'ai boosté, ça a été montré dans tu sais, le truc de recherche. Quand vous allez sur Instagram, quand vous cherchez, vous appuyez sur recherche, la petite loupe, ça vous affiche plein de posts et plein de réels. Et je pense qu'il a été montré là, parce que sur ce post-là, j'ai 70 000 vues. 70 000. C'est un post qui a 400 likes. Je crois que c'est mon bilan d'août. Je poste avec une photo, avec mes bouquins. Donc j'en ai déjà fait plein en fait. Mais 70 000 vues, j'étais... Pourquoi celle-là en particulier? Et je pense que ça a dû être pris un peu au pif sur l'algorithme et balancé comme ça sur la recherche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, pas forcément liké encore une fois, mais vu. Et donc ça fait grimper les stats. Donc c'est assez drôle. C'est pas forcément ce que je recherche. Mais voilà, c'est cool, c'est rigolo, comme c'est expérimentation rigolote de ça. Voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, ce soir, donc je vois Norek et je conclurai ce vlog demain matin pour le poster. Donc voilà, là, je vais lire un petit peu. J'ai quelques petites choses à faire et voilà, c'est une petite journée tranquille. Je ne travaille pas le vendredi, donc j'en profite. Et puis voilà, il est déjà presque 9h. On va se bouger un petit peu, hein, voilà. Puis je vous retrouve ce soir. On est toujours vendredi, vous êtes posé sur mon PC, je suis avec Séverine, il est bien ce livre, je vais commencer une session lecture, il est 14h43, je vais avancer un petit peu ça. Et en fait, je regardais, parce que j'ai reçu un mail de Page des libraires, justement, dont je vous parlais précédemment. Et en fait, en regardant, je vais jamais sur le site. Et j'avais l'impression que c'était réservé aux comptes pro, abonnés, machin et tout. Pas du tout. Quand tu vas sur le site Page des libraires, tu as accès à toutes les chroniques des libraires. Donc c'est très très dangereux pour la wishlist. Et il y en a plein que j'ai repérés. Ça craint. Il y en a un, alors dites-moi si vous connaissez. Il y en a un qui s'appelle Les filles du camp Forevermore de Kim Fu. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Cher libraire, qui est un album jeunesse, qui a l'air trop mignon. Il y en a un qui s'appelle La forêt qui dévore. C'est un roman jeunesse aussi, mais alors... C'est écrit, Florence Hinkel nous livre un page-turner palpitant dans lequel elle joue avec les codes du récit fantastique, du roman d'horreur et de l'enquête policière pour créer un récit trépidant. C'est un roman divertissant, mais c'est aussi un texte engagé qui met à jour les mécanismes de domination. C'est chez Nathan, je ne l'ai pas du tout vu passer le truc. Il est sorti en août, il fait 320 pages, et j'ai rien vu quoi. Il est conseillé par 13 libraires chez Page, il y a une interview de l'autrice, et c'est trop bien. Trop bien. Donc il y a tout plein de chroniques. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est classé par catégorie. Il y a littérature française, littérature étrangère, bande dessinée, jeunesse, polar, essai, beaux livres, poche et dossier thématique. En dossier thématique, on a quoi? Seuls durent les livres doux. Ah, oui. Pélas et crustacés, l'amour du temps qui passe. Immersion réussie pour Cyros. Bref, allez sur le site Page, ou pas, si vous voulez pas prendre de risques, mais c'est trop bien.
Tous les romans de la rentrée, enfin, beaucoup de la rentrée littéraire est chroniquée. Beaucoup de livres qu'on a un peu vus partout, certes. Il y en a un qui a l'air trop bien. Ah, j'ai rêvé du bouquin de Gilles Marchand. Je le vois là, Les Promesses orphelines. J'ai rêvé. Oh, j'ai rêvé. Oh, c'est trop bizarre. J'ai rêvé qu'il était en dédicace et il venait me voir. Il dit, venez avec moi. Et il y avait une espèce de brocante et il sortait d'un carton sous une table un espèce d'arbre généalogique de Zola, des Rougon-Macquart. Je vous jure que c'est vrai. Ça vient de me revenir là. Mais pourquoi j'ai rêvé de ça? N'importe quoi. Ah, magnifique. Magnifique. Bref. Caledonian Road qui est sorti chez Métayer, qui a l'air trop bien, mais qui est gros. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? James. Alors, ça doit être littérature étrangère. Peut-être, je vais juste taper James. Et ça sera très bien. James, voilà, de Percival Everett. C'est chez l'édition de l'Olivier. Il a été prix de Pulitzer 2025. Il est sorti cet été. Et il nous raconte l'histoire de Jim, qui est l'esclave accompagnant Huck dans les aventures de Huckleberry Finn. Je n'ai pas lu Mark Twain, ni Huckleberry Finn, ni Tom Sawyer. Je serais très très curieuse de le lire. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que c'est passé? Est-ce que ça a mal vieilli? Parce qu'on est quand même avec un esclave là, qui s'appelle Jim. Et en fait, c'est l'histoire de Jim. Et ils disent, je crois que c'est Flo Fly qui l'a lu et qui non plus n'a pas lu ni Huck ni Tom Sawyer et qui n'a pas été dérangé par ça parce que on peut le lire indépendamment. Et c'est dit dans la critique, enfin dans la chronique plutôt, les lecteurs pourraient suivre l'errance de Huck, accompagné de Jim. Les faits se déroulent une vingtaine d'années avant la guerre de sécession. Considéré comme un texte abolitionniste, c'est aussi à travers lui que les lecteurs de l'époque découvraient en littérature d'usage un dialecte noir américain qui était d'ordinaire principalement représenté dans... Cette langue vernaculaire noire américaine faisait chez Mark Twain figure des faits de réel. Chez Percival Everett, elle devient le lieu d'une transgression et un espace de réappropriation. James est un ouvrage grand public qui peut se lire comme un roman d'aventure palpitant dans la lignée des grands romans picaresques. Quand l'histoire sépare les deux protagonistes, Percival Everett prend des libertés et change la perspective, inscrivant son texte dans la tradition des slaves narratives. Mais c'est parce que Jim et les autres esclaves s'adressent aux blancs en dialecte alors qu'ils s'expriment normalement entre eux que le texte bascule dans la satire. La langue est à la fois marqueur d'oppression, puisque les esclaves jouent la comédie de ce langage qui les assigne à une infériorité, qu'est-ce que c'est bien écrit, non? Mais également un outil de lutte et de survie. En recentrant le récit sur Jim, esclave instruit qui manipule son monde, j'ai Parsifal qui est un opéra de Wagner et Percival qui est compliqué. Everett inverse le rapport de force et abolit la soumission par le langage. L'idée géniale prend le pas sur le récit lui-même et sur sa vraisemblance. Seule compte l'idée d'une revanche à l'égard des Blancs dont le complexe de supériorité vire à la mascarade. Il me tente de dingue. Et c'est pas le pavé, hein. 288 pages. Il fait moins de 300 pages de trucs. L'Olivier, c'est un grand format, mais vraiment... Je suis assez bluffée par la chronique du gars, enfin de la madame, pardon, librairie La Madeleine à Lyon, qui s'appelle Alexandra Villon, si vous la connaissez, allez lui dire qu'elle écrit super bien ses chroniques. Et j'ai trop envie de lire ça. Je vais le mettre dans ma wishlist. Ça va pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 2024. Il est sorti. Ah oui, 2024, ok. Ajouter à mon profil. Envie de lire, wishlist. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent sur Livre Addict? Un passage préféré, récit qui me percute. Commande philosophique, réécriture, nouveaux éléments, écriture cinématographique et professionnelle. Les incohérences du scénario sont colossales et plusieurs scènes restent très floues car mal mises en scène pour moi. Une déception. Oui, mais il dit que le gars, il a pris des libertés. Si on sait ça. Ah, c'est lui qui a écrit Châtiment. Il me tentait grave aussi, Châtiment, chez Actes Sud. Oh là là. Mais oui, my God. Oh là là. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. On arrête tout. J'ai lu un true crime qui s'appelle
de chez 10-18, l'affaire, je sais pas quoi, Emmett Till, qui est un noir américain qui s'est fait assassiner en 1955. Lynché noir américain, dans le Mississippi. Et là, dans le livre, il parle, enfin, dans le True Crime, il parle d'autres récits qui ont mis en lumière cet homme-là qui a été assassiné. Et je vois qu'il est là-dedans. Une série de meurtres brutaux secoue la petite ville de Money, Mississippi. Des hommes blancs sont retrouvés atrocement mutilés, mais ces meurtres recèlent un mystère, car sur chaque scène de crime, on retrouve un second cadavre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmett Till, un garçon noir lynché dans la même ville en 55. Ah, mais il faut que je le lise aussi, celui-là. Oh. Bon, je le mets dans la wishlist, ok. Oh là là, ça craint. Ça a l'air beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Dans cette comédie noire, audacieuse et provocatrice, Everett a le racisme et les violences policières dans le collimateur et déploie son intrigue à un rythme effréné, ne laissant aucune chance au lecteur de détourner le regard. Mais il me le faut direct. Mais direct. Ok. Voilà, voilà. Ben voilà. Je suis moi-même victime de pages des libraires. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Donc lisez. Enfin, allez voir sur le site Page, P-A-G-E, des libraires. Je le ferme tout de suite, c'est très très dangereux pour ma wishlist. Et je retourne voir Séverine et avancer les prisonniers de la liberté. Je suis pas du tout dans l'idée de repartir sur un nouveau roman. Et j'entends à la radio une voix très calme, très posée, qui nous menace d'un hiver nucléaire si on défend l'Ukraine. C'était la voix de Vladimir Poutine. Et moi, un hiver nucléaire en 2022, j'étais absolument pas prêt. Donc, comme la base de la peur ou des phobies, c'est l'ignorance, j'ai décidé de scanner un siècle de relations internationales entre la Russie et le reste du monde, parce que je me suis dit que l'histoire d'hier pouvait me faire comprendre aujourd'hui et surtout me donner les armes intellectuelles pour demain. Donc c'est tout à fait une démarche citoyenne à la base que de m'intéresser à la Russie. Et dans ce scan, aussi pourquoi je fais ça à chaque fois, c'est parce que j'ai conscience, et la phrase qui suit va être très jolie, donc elle n'est pas de moi, si les limites de mes mots sont les limites de mon monde, les limites de ma connaissance sont les limites de mon univers. Et donc, je cherche toujours à savoir pour comprendre et surtout pour me rassurer. Et dans ce scan de un siècle de relations internationales entre la Russie et le reste du monde, je découvre une toute petite guerre, la guerre d'hiver, 105 jours par moins 51 degrés, quand un pays de la taille d'un continent se décide à attaquer une nation que les Américains vont dire infinitésimale, la Finlande. Donc, la Russie, c'est 171 millions de personnes, la Finlande, c'est 3 millions de personnes à l'époque, et donc ils étaient persuadés de les écraser en quelques jours. Et la Finlande va résister. Donc on a une arène incroyable, les forêts glacées de la Laponie et de l'est de la Finlande. On a un héros incroyable aussi, parce qu'à l'intérieur de cette guerre, il y a un jeune homme, un fermier totalement pacifique, qui va devenir la mort blanche, le plus grand sniper de tous les temps. Et donc j'ai assez d'éléments en fin de compte pour appeler ma maison d'édition et leur dire je vais faire mon sac à dos et je vais partir 4 mois en Finlande au même moment pendant l'hiver, pour essayer de retrouver ces moins 20, moins 30, moins 40 degrés. J'ai pas atteint les moins 51 degrés, c'est la première fois que je remercie le réchauffement climatique, mais j'ai quand même réussi à atteindre les moins 40 degrés et c'est assez particulier comme expérience. Sur la Finlande, on peut ajouter que c'était un pays très récent, qui était indépendant depuis 1917. C'est ça, la Finlande avait 22 ans. Donc ça fait pas 22 ans font pas un homme, ça fait encore moins une nation. Et ça explique pourquoi aussi la Finlande a décidé de se battre. Quand on est attaqué par un pays qui est 1000 fois plus près que vous, armé, préparé, avec une armée qui est déjà prête, et que vous n'avez justement pas vraiment d'armée qui est prête à se battre, on aurait tendance à penser qu'on est prêt à capituler. Mais il y a ce sentiment de liberté, un peu comme une rivière qui sort de son lit. Ça faisait que 20 ans qu'ils étaient indépendants, et quand Staline leur a demandé 20% de leur territoire, pour eux c'était une blessure, une déchirure, et ils ont refusé. Et contre toute attente, la Finlande va accepter la guerre contre la Russie. Vous partez, Olivier Norek, à l'aveugle, vous prenez des rendez-vous avant de partir. Vous ne connaissez personne là-bas.
Ouais, alors j'ai été flic pendant 18 ans, je pars jamais à l'aveugle. Quand je rentre dans une pièce, je sais où sont les interrupteurs. Quand je bois un verre dans un café, je fais toujours face à la porte de sortie. Il y a ce truc comme ça de flic qui m'est toujours resté. Donc non, je suis parti en Finlande et j'avais déjà un contact avec un historien franco-finlandais qui habitait là-bas depuis 20 ans, qui s'appelle Louis Clerc, et qui est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'hiver. Donc je savais quand même à peu près où j'allais. Et puis j'avais un sniper aussi qui m'avait dit qu'il serait mon guide si jamais j'avais besoin d'aller un peu plus dans cette mission assez particulière qui est celle du tireur d'élite. Comment vous avez trouvé le sniper? Parce que comment vous l'avez trouvé avant de partir? Un historien, oui. Ouais, c'est incroyable, c'est la bonne l'utilisation vertueuse des réseaux sociaux. On peut passer 5 heures sur les réseaux sociaux à regarder des chats prendre feu ou des gens se battre. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux comme quelque chose de très très vertueux. Et moi j'ai la chance d'avoir un tissu de gens qui suivent ce que j'écris. Mais c'est pas que ça, c'est des gens aussi avec qui je parle. C'est une relation qui est tout à fait différente qu'une simple relation de réseaux sociaux où juste je like. Et donc il m'arrive régulièrement de dire je m'apprête à faire ça, est-ce que vous connaissez du monde? Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Un lecteur avait une sœur qui habitait à Madrid, qui avait un cousin qui habitait en France, qui avait un autre cousin qui habitait en Finlande et qui était sniper pour la garde civile. Et voilà comment je me retrouve avec un type que j'aimerais pas rencontrer dans une forêt, qui s'appelle Kimmo, qui est donc un sniper de la garde civile. Je parle de soldats qui ont défendu la Finlande il y a quasiment un siècle. Lui, Kimmo, c'est le soldat qui défendra la Finlande demain si jamais on arrive à ce moment-là. Contre un arbre, dans ces forêts glacées de Laponie, et d'essayer de fermer les yeux et de me projeter un siècle en arrière et d'essayer d'entendre les déflagrations, essayer de ressentir la peur, essayer de ressentir ce que c'est qu'un ennemi, parce que nous n'avons pas d'ennemi depuis très longtemps. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ennemi. Je suis retourné présenter le livre il y a quelques jours en Finlande, et à un moment donné, on s'est retrouvé devant la frontière avec la Russie, et à 300 mètres, il y avait des signaux orange qui indiquaient la frontière. Et notre guide nous dit à ce moment-là, vous allez peut-être voir des reflets. C'est les reflets des lunettes des tireurs d'élite de l'autre côté. Et donc en restant là, devant cette frontière, et en regardant cette forêt impénétrable, noire, et en me disant qu'en face, j'étais peut-être regardé, j'ai eu pour la première fois de ma vie la sensation de savoir ce que c'est que d'avoir un ennemi. L'insouciance, c'est quelque chose de très précieux. Et donc on entend souvent des personnalités politiques un peu va-t-en-guerre en disant il faut aller faire la guerre ici. Alors les gens qui décident la guerre sont rarement ceux qui envoient leurs enfants. Et donc ce sentiment comme ça d'être regardé, ce sentiment d'être plus insouciant, d'être en danger, c'est quelque chose de très particulier et c'est quelque chose qui nous ramène à la réalité. Il y a quelque chose de similaire aussi, le fait d'habiter dans une ville où tout est accessible, où tout est possible. Et le fait de se retrouver dans une forêt en Laponie par moins 40 degrés et de se dire que la seule et unique manière de retrouver sa cabane, parce que mon téléphone portable avait gelé, c'est les traces de pas dans la neige que j'ai laissées. Et donc s'il neigeait par-dessus, je ne savais plus du tout où j'étais. Et à ce moment-là, c'est un moment qui est magique parce que on retrouve la conscience accrue du fait qu'on n'est absolument rien du tout par rapport à la nature. Donc c'est vraiment se retrouver en tant que personne fragile, en tant que maillon d'une gigantesque chaîne, face à la nature et face à un ennemi, c'est vraiment ces sensations que moi j'avais pas eues depuis très très longtemps, en tant que citoyen vivant dans une démocratie, en paix, dans une ville. C'est bien parfois de se mettre face aussi à son infinitésimalité. Oh, j'ai réussi à le placer. Le nom de votre héros, vous l'avez cité, c'est Simo Häyhä. Je crois que je le prononce à la française, mais comment c'est une figure célèbre en Finlande. Pourquoi vous l'avez choisi? Enfin, est-ce que il est connu comme la mort blanche par les Finlandais? Oui. Simo Häyhä. Il a un musée. Alors Simo Häyhä, il a 2 musées, mais aussi tout le monde le connaît. Les gamins ont des tatouages de lui. Il est l'image de la résistance, il est l'image du courage, de la bravoure. Simo Häyhä, pour avoir une idée de ce qu'il pourrait être en France, c'est comme si on ajoutait Bonaparte, Jeanne d'Arc et Louis XIV. C'est-à-dire que Simo Häyhä, c'est un personnage qui est connu absolument par tout le monde. C'est le héros de la Finlande.
Mais c'est pas juste un héros, c'est pas juste un soldat, c'est pas juste une légende. Comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui se rapprocherait presque du mythe. Et j'aime bien ce mot mythe parce qu'il a quelque chose de surnaturel. Comme je vous le disais tout à l'heure, personne ne comprend comment Simo restait allongé 5 heures dans la neige par moins 51 degrés alors qu'un corps normalement fait, ou un peu fragile comme le mien, reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Personne ne comprend comment Simo Häyhä réussissait à faire des tirs de près de 500 mètres avec un vieux fusil sans lunettes de visée. En fait, il réussissait à tirer là où l'œil ne voit pas. Alors j'ai fait le test, parce que je mets tout à l'épreuve. Donc j'ai fait dos à ma cabane et j'ai marché les 1000 pas qui font 500 mètres et quand je me suis retourné, ma cabane avait disparu. Et lui, Simo, réussissait à tirer dans un homme à l'intérieur d'une cabane. Ce qui est incroyable, c'est que Simo, il tirait pas avec un don, il tirait avec une colère, il tirait avec l'amour de ses frères d'armes, il tirait aussi avec la volonté de défendre tout un pays, il tirait avec une cause juste. Et quand son meilleur ami sera touché par une balle russe et va mourir, alors je ne spoil rien parce que c'est l'histoire d'une guerre, et donc à peu près tous les gens que vous allez rencontrer dans ce livre vont mourir. C'est le but d'une guerre. Et donc, quand le meilleur ami de Simo meurt, Simo demande à être ramené à cet endroit même où il a été touché. Parce qu'il y a un soldat russe, un sniper, et que ce sniper, comme il est très protégé, il a trouvé un spot parfait, ne bouge jamais. Et donc Simo attend que ce sniper tire, ici ou là, pour voir juste l'étincelle. Et cette étincelle, elle va se tatouer dans son cœur. Elle va s'imprimer et il ne va jamais l'oublier. Ce qui fait que, plus tard dans la journée, il va marcher 200 mètres et son spotter lui dit « 200 mètres, c'est bien assez, tu vas plus le voir ». Et Simo continue, il va marcher 300 mètres, puis 400 mètres, 450 mètres, 490 mètres, et son spotter lui dit « En fait, le bois dans lequel est le sniper fait la taille d'une tête d'épingle, tu vas jamais retrouver ». Et en fait, Simo, lui, il ne se souvient que d'une seule chose, c'est l'étincelle. Il sait exactement où elle est. C'est l'étincelle qui a pris la vie de son meilleur ami. Et il va se souvenir de l'endroit de l'étincelle, il va tirer une fois, et plus jamais personne n'entendra parler de ce sniper russe. C'est en ça qu'il est devenu aussi une légende. Une telle légende qu'évidemment les Russes vont l'appeler la mort blanche, et qu'un général va dire « Attrapez Simo, accrochez-le à un arbre, ouvrez-lui le ventre, sortez-lui ses tripes, que les autres soldats russes voient que c'est qu'un homme. » Parce qu'ils pensaient même à penser qu'il était immortel, voire invincible. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la réponse à votre question, je suis un peu parti loin, mais voilà ma réponse. Nous sommes samedi après-midi et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le contenu de la soirée d'hier soir vous a plu aussi. J'ai pu filmer et c'était chouette, c'était passionnant. J'ai été complètement convaincue par Les Guerriers de l'Hiver de Olivier Norek. Autant quand il est sorti, l'histoire me tentait pas trop, j'avoue. Voilà, il est sorti, et puis j'ai vu le succès, je me suis dit c'est super, c'est top, mais c'est vrai qu'il me tentait moyen. Et puis j'ai vu qu'il sortait en poche, je l'ai reçu, je me suis dit bon, pourquoi pas, et vraiment en l'entendant hier soir, j'ai été complètement convaincue. Il est passionné par ce qu'il dit, on sent qu'il a quand même beaucoup travaillé, mais qu'il en est habité, parce qu'il le défend depuis un petit moment maintenant ce bouquin, et il n'a pas fini parce qu'il commence une tournée internationale, il l'a présenté en Finlande, il va le présenter dans plein d'autres pays, et il y a un très beau succès, donc je pense à juste titre, il est vraiment encensé. J'ai entendu des critiques qui n'étaient pas élogieuses, donc je suis très curieuse aussi, donc j'ai pu me le faire dédicacer. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Pocket, merci Emmanuel pour cette opportunité, c'est une très belle salle. Le Théâtre de la Concorde existe depuis 2 ans je crois, donc il est tout récent, il est avenue Gabriel, au pied des Champs-Élysées en fait, donc voilà, très beau cadre, sympathique, et voilà, donc on a entendu parler pendant presque 1 heure, il y avait des questions, c'était très intéressant, et puis voilà, c'était cool. Donc moi je le lis en novembre, et ça va être très chouette. Voilà. Ça me fait marrer parce qu'il y a une petite erreur d'impression, une page, qui est plus courte que les autres. Je me dis c'est peut-être que mon exemplaire, j'en sais rien. Bref, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette soirée, c'était trop bien. J'ai fini, il est où? Il est là. Mon fils est en train de finir de regarder le bossu de Notre-Dame. Donc j'ai fini Les Prisonniers de la Liberté, c'était très bien, vraiment très bien. Juste une petite longueur d'une petite centaine de pages, un peu avant la fin, qui tourne un petit peu en rond, j'ai trouvé, qui m'a un tout petit peu lassée parce que ça faisait déjà 5 jours que j'étais dessus, mais je ne remets absolument pas en question la plume et le talent de Luca Di Fulvio qui m'a complètement conquise, et qui m'a embarqué à Buenos Aires avec ces 3 personnages, Rosetta, Raquel et Rocco, qui d'une façon ou d'une autre vont se retrouver à un moment donné, qui
qui cherchent toujours à fuir, qui cherchent à sauver leur vie, c'est brutal, c'est cru, c'est dur, c'est la dureté de la vie et c'est hyper bien fait, j'ai adoré. Donc vraiment, lisez Lucas, je pense que je vous en avais suffisamment parlé déjà. Et ma nouvelle lecture, c'est donc La Baronne de Minuit de Isabelle Duquesnoy. Je me régale de sa plume, c'est un délice, c'est génial, c'est très très bien écrit. Je ne suis qu'à la page 54, hein, donc il en fait un peu plus de... Enfin, presque 500. Donc j'ai vraiment pas fini, je vous en parlerai tranquillement la semaine prochaine. Mais voilà, je suis trop bien, je suis trop heureuse de retrouver Liselotte, c'est trop cool. Et sinon, ce matin, j'ai reçu un gros paquet, gros carton, mais genre comme ça, il rentrait à peine dans la boîte en fait. Et puis c'était tout léger, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est Publimédia qui m'a envoyé, donc Pocket, un peu à la bourre, de Femmes et d'acier, oui, de Cécile Chabot, ça y est, il est tout petit, et malheureusement il n'était pas en très bon état, alors je l'ai déplié si vous voulez, mais voilà, j'ai deux pages qui sont cornées comme ça. C'est pas grave, c'est pas très grave, je l'ai sauvé. Et donc il a eu le prix des femmes de lettres. C'était Eva qui en avait très bien parlé sur son compte Instagram et qui m'avait beaucoup convaincue quand il était sorti en grand format. Il vient de sortir en poche fin août là. Il est très court, il fait 200 pages, même pas, enfin si, 214 pages. 5 juin 1919. Alors que la nuit tombe, le docteur Nicole Mangin, 40 ans, tente de trouver le sommeil et se remémore les moments forts de son existence. Spécialiste de la lutte contre les maladies contagieuses et le cancer, elle se souvient surtout de Verdun où elle a été mobilisée par erreur. C'est parmi les poilus, sous les bombardements, dans les hôpitaux militaires et des installations de fortune qu'elle écrira son destin, celui d'une pionnière, l'unique femme médecin française sur le front de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est une histoire vraie. Voilà. Elle est professeure de lettres dans un collège. Et voilà. Et ma foi, ça m'a l'air très intéressant. Je veux pas trop me spoiler, mais je pense que cette madame, c'est ça, médecin-chef, ouais. Ça a l'air d'être une vraie madame qui a vraiment existé. Voilà, peut-être que vous l'avez lu. Il y a 21 chapitres pour 205 pages, donc c'est des chapitres très très courts. Et je pense que ça va être absolument passionnant. Donc merci Pocket, je suis bien contente. Je le lirai, alors je vais le lire en septembre. Finalement, ça sera peut-être octobre, ça sera peut-être novembre, c'est pas bien grave. Mais merci beaucoup Pocket. Voilà, je conclus ce vlog ici. Je vous retrouve dans un prochain vlog que je commencerai demain, parce que demain je vais voir Joyce Ménard à la librairie Le Divan. Et j'ai très hâte. J'ai trop hâte. Et ça va être trop bien. Je suis trop contente. J'ai hyper hâte de rediscuter un petit peu avec elle. Et voilà. Et la liste des auteurs de la foire de Brive est sortie. Et il y a Virginie Grimaldi. Donc priorité Virginie. Voilà. Elle est là vendredi, samedi et dimanche matin. Donc je pense que quand on arrive vendredi, notre goal c'est Virginie. On va voir ce que nous disent les attachés de presse, parce qu'il y a souvent 1000 heures de queue, mais du coup je vais voir s'il y a des tickets, s'il y a... Voilà, j'essaie d'en savoir un peu plus. Je pense qu'elle va nous donner des infos. Ah, peut-être que je peux demander à Flammarion comment ça se passe. Parce qu'en fait, il réédite Le premier jour du reste de ta vie, je crois. Ça fait 10 ans que ça a été publié. Et là, ils refont une publication chez Flammarion avec une préface inédite de Virginie. Et je crois un épisode bonus à la fin, un truc comme ça. Enfin, un chapitre bonus. Pour retrouver les personnages quelques années plus tard, il me semble. Donc, je l'avais vu, je l'avais lu celui-là, je crois, quand j'étais enceinte, il me semble. J'avais bien aimé. Est-ce que c'est celui qui se passe sur un bateau? Je crois que c'est la croisière. Ouais, parce que tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est la maison de retraite, je crois. Il me semble. Donc voilà, peut-être que je vais l'acheter en fait. Je vais voir. Qu'est-ce qui me manque de Virginie? Il me manque Chère Mamie, tu vas rire. Celui-là, il me manque. Je vais peut-être l'acheter et le faire dédicacer. Lesquels j'ai pas fait dédicacer? Pas beaucoup. Il y en a que j'ai pas fait dédicacer parce qu'il y a un carton en fait à l'intérieur avec une dédicace sur un carton. Donc le livre n'est pas dédicacé en lui-même, mais j'ai ma dédicace. Et au niveau des poches, peut-être que je les ai pas tous fait dédicacer. Enfin, c'est vraiment pas grave. Si je peux lui parler, la voir, ça va être cool. Donc j'ai trop hâte. Il y a une belle liste d'auteurs. J'en ai noté quelques-uns déjà. Et je suis en train de me dire que je crois que j'ai pas vu Lucie, je crois que j'ai pas vu Tillier. À voir. Mais je vais éplucher ça tranquillement. C'est en novembre, c'est 7, 8 et 9 novembre. Donc on y va avec les filles. Oui, j'arrive, Loulou. Et il arrive dans 15 minutes. Donc voilà. Bah écoutez. Oui, bah t'attends à la fenêtre si tu veux. Et voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis moi, je vous dis à bientôt.